Bonjour André, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, compte tenu des circonstances. On doit évidemment être imaginatif et Oui. bricoler et faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, ma foi, on avance quand même tranquillement avec une programmation adaptée, Oui. autant difficile que nous traversons. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Les derniers mois ont été emplis d'incertitudes. On a souvent entendu dire qu'il fallait se réinventer. Eh bien, c'est tout dire. Le Festival international Présence autochtone a su se réinventer pour cette année et je joins donc le directeur artistique André Dudemaine et son équipe qui sont complètement à pied d'œuvre en ce moment pour nous offrir une édition vraiment réinventée du festival. Dites-moi, André, qu'est-ce que vous nous réservez un peu? Oui, alors ce sera une programmation évolutive, c'est-à-dire Mhm. que les annonces vont se faire en cours de route et c'est D'accord. une programmation qui sera étalée sur plusieurs mois, donc qui va commencer bientôt le 7 août et Oui. qui va se prolonger, ma foi, jusqu'en novembre, Oh peut-être oui. même jusqu'à la fin novembre. Alors, on s'est dit effectivement que puisqu'on n'avait pas un festival de format régulier où on Mhm. était là pendant une semaine, 10 jours, avec une grande concentration d'activités pour attirer du monde, attirer les foules, puis Oui. être un lieu de rassemblement international et local imposant. Ben, ma foi, comme c'est pas permis par l'État qui court, Mhm. alors on s'est dit, semons comme le petit pousset, là, semons des cailloux Oui. blanc tout le long du chemin qu'on a devant nous. Et ça va nous permettre de retrouver le chemin vers la relance qu'on Mhm. espère prochaine, en fait, on espère pouvoir revenir à une normale festivalière en 2021. C'est ça. Alors, comment ça se passe? Ma foi, on va insister beaucoup sur la section cinéma, qui a toujours été un Oui. des points forts de présence autochtone. On comprend que les grands concerts extérieurs qui amenaient des grands rassemblements sur la Mhm. place des festivals, ce ne sera pas possible. Par contre, on pourra avoir pendant une semaine en août, aux dates habituelles, quelques éléments de notre scénographie OK. pour rappeler que nous sommes durant la période où normalement le Festival Présence autochtone déploie tout son décor, Mhm. son beau Bataclan sur la place des festivals. Et bien là, on aura au moins un rappel visuel de la chose. Et il y aura quelques animations pop-up au travers ça. OK. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'il ne faut pas rassembler du monde. C'est ça. Venez, l'idée c'est promenez-vous au centre-ville et vous risquez Oui. d'avoir un artiste, une activité, une manifestation autochtone dans notre Oui. cas, mais d'autres aussi, parce qu'au PQDS, on est très actif pour chercher à maintenir une vie culturelle et artistique dans le quartier. Alors, on va y participer. Alors, ce sera certainement vrai au mois d'août. C'est ça. Également, au cinéma du musée, Oui. on aura 7 longs métrages qui D'accord. seront présentés et on va donc constituer un jury. Bientôt, on va annoncer le nom des gens qui en sont membres et le jury va accorder les prix qu'on accorde habituellement, mais la remise de prix va se faire en novembre. D'accord. Alors, on a toujours l'association avec la Fondation Rigoberta Menchú, donc le prix Rigoberta Menchú qui est un peu
appelle le prix social du festival, qui va un film qui exprime le mieux l'âme les réalités des peuples autochtones. D'un autre côté, on a le prix Tewaken. Tewaken, c'est en Innu le tambour à main, qui est un instrument pour entrer en contact avec le monde naturel. Et donc, le prix Tewaken, c'est un prix qui est artistique, qui est donné à un film qui s'est démarqué par une valeur cinématographique exceptionnelle. Et puis ensuite, on a toute une série de prix, APTN pour un cinéaste autochtone qui s'est bien démarqué l'année précédente, des prix pour les courts-métrages, un prix pour la main film pour la relève, et ainsi de suite. Alors donc, il y a quand même cette activité-là qui va fonctionner. Alors, il faut être à l'affût. La semaine prochaine, on annonce les 7 films en salle qui vont être là du 7 au 13 août au cinéma du musée. Et également, on va bientôt annoncer le jury puis toute la programmation qui vient avec. Et il y aura des films en ligne aussi. Donc, aller sur présenceautochtone.ca, ça permet d'être au courant au jour le jour et au fur et à mesure. Parce que là, faut le dire, j'ai cité déjà à des bailleurs le proverbe arabe, la caravane s'organise en avançant. Oui. On est dans cette logique-là où, dans le fond, on bricole au fur et à mesure et les choses se confirment tranquillement. D'une part, parce que les gens avec qui on est en contact ne sont pas toujours aussi organisés qu'ils le sont normalement avec tout le branle-bas de la pandémie qui a fait que certains bureaux sont fermés, que les gens travaillent à domicile, que certaines personnes sont pas joignables. Alors donc, tout prend un peu plus de temps. Mais on finit par avancer les choses. Je dirais le bon côté pour nous qui fait que finalement on va bien, c'est que on a refait un plan stratégique l'automne dernier avec des consultants et la faiblesse qu'on avait notée chez nous, c'était une certaine désuétude de nos outils numériques et de la façon dont on les utilisait et qu'il fallait donc améliorer grandement notre site Internet et nos liens avec notre clientèle en ayant des interactions plus fréquentes via le web. Alors donc, comme on devait s'atteler à ça tranquillement cette année, ben, en même temps, la pandémie, comme nous déportant vers des activités en ligne, ça nous permet aussi de raffiner tout ce secteur. Et comme c'était au programme, ben, ça nous permet aussi, ce temps-ci, d'y consacrer plus de temps et de mieux le faire. Alors, bravo pour au moins la pandémie nous a pas couchés, nous a mis de côté, mais en même temps, ça nous arrange en quelque sorte. Bien, c'est ça, puis permettez-moi, j'ai envie de dire que c'est un peu comme si le festival vivait sa crise de la trentaine, parce qu'il doit se réinventer, se renouveler, parce que justement, c'est votre 30e édition, et André, vous êtes un des cofondateurs du festival, et j'aimerais ça un peu que vous nous disiez pourquoi c'était important, il y a 30 ans, de mettre sur pied un festival qui célèbre la culture autochtone, et pourquoi c'est toujours important aujourd'hui de le faire. Oui, alors effectivement, la vocation du festival a changé avec le temps. Entre 85 et 90, quand il y avait la discussion sur l'idée d'établir un festival permanent à Montréal, l'idée, c'était qu'il n'y avait rien. Les cultures autochtones étaient complètement méconnues et les artistes n'avaient pas accès vraiment aux moyens de diffusion. C'était difficile pour les artistes autochtones de percer un certain plafond de verre et donc on ne les retrouvait ni dans les médias ni dans les festivals. Par contre, il y avait eu quelques manifestations culturelles isolées organisées par les centres d'amitié autochtones ou par d'autres associations, à Val-d'Or, à Roberval, à Montréal aussi. Il y avait eu
c'était des fins de semaine culturelles avec films, concerts, discussions, rencontres. Et ça fonctionnait bien. Les gens, il y avait un public, les gens aimaient ça, mais c'était toujours évidemment à petite échelle. Et puis là, il y a des gens qui ont commencé à dire, ben, à Montréal, ville des festivals, il faudrait quand même avoir quelque chose de régulier, de consistant. Et il fallait que des gens s'en occupent parce que le festival, si vous regardez tous les événements festivaliers, c'est toujours une organisation qui est créée spécifiquement pour ça. Ça ne peut pas être porté, dans le cas des Autochtones, par femmes autochtones, par les centres d'amitié, par la PNQL, tous des organismes qui ont déjà leur besace bien remplie de tâches et de mandats bien spécifiques. Et ça demande tellement d'énergie de se dédier à un événement annuel qu'il faut une organisation. Alors, c'est ce qu'on a fait. En 89, on a commencé les démarches. En 90, on a reçu finalement nos lettres patentes. On a incorporé Terres en Vue, Société pour la diffusion de la culture autochtone, avec comme objectif premier de créer un événement autochtone annuel à Montréal. Alors là, c'était la pérennité. L'objectif, c'était de faire connaître, donc il y avait un côté un peu pédagogique. Et le modèle, c'était, et comme on venait du film, c'était vraiment développer un festival de films. Et là, ben, en 90, comme on était justement en train de développer l'idée, ben, il est arrivé un événement assez important. Les ponts se sont littéralement coupés. Il y a eu les événements qu'on a appelés la crise d'Oka qui nous sont tombés dessus sans qu'on s'y attende vraiment. Alors, il y a 30 ans, la crise d'Oka, aujourd'hui la pandémie, alors donc il y a peut-être quelque chose d'un peu... à tous les 30 ans, une crise comme ça, sociale qui vient déranger les plans. Et là, c'était tellement difficile après au cas qu'on a même pensé arrêter parce que les tensions étaient extrêmes. Il y avait une montée énorme des discours racistes à l'époque et les gens étaient très tendus, y compris du côté autochtone d'ailleurs, très montés. Alors, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et puis, après réflexion, on s'est dit, ben, ma foi, c'est pas parce que ça va être difficile qu'il faut arrêter, il faut continuer. Alors, il a fallu organiser un spectacle bénéfice pour le premier festival qui a eu lieu en 91. Et déjà là, avec le spectacle bénéfice, avec une exposition, un peintre est arrivé avec ses toiles, peut-être est-ce que je peux m'installer dans le hall du cinéma. Alors, le premier petit week-end presque clandestin culturel qu'on a organisé, c'était presque déjà un festival multidisciplinaire. Et rapidement, c'est ce que c'est devenu parce que là, on revenait année après année, puis on était presque rien. Les journaux nous ignoraient. C'était un tout petit événement, mais tranquillement, puis Internet n'existait pas non plus encore à l'époque comme il existe aujourd'hui. Alors, donc, c'était plus difficile de percer. Mais tranquillement, on gagnait quand même une clientèle par le bouche à oreille et surtout les artistes autochtones arrivaient de plus en plus et frappaient à la porte pour dire ben nous, on veut être là et pas seulement les cinéastes. Les cinéastes qui nous arrivent en disant faut que le festival devienne compétitif parce qu'on veut avoir se monter des portfolios ou des CV où on a des marques de notre excellence qui soient reconnues, puis c'est difficile de le faire dans les festivals réguliers où on est toujours en deuxième, troisième ou quatrième quand on réussit à y accéder. Ensuite, les jeunes artistes en art visuel, les arts de la scène, les chanteurs, tout le monde disait il faut que vous vous déplaciez vers l'été pour qu'on puisse avoir les danses traditionnelles, qu'on puisse avoir des étals pour l'art de la tradition. Alors là, bref, tout d'un coup, ce petit vaisseau-là était un peu comme les bateaux de réfugiés en Méditerranée. Là, beaucoup de monde sautait dedans. Et là, ben, il a fallu grandir en même temps avec le temps. Et de fait, les portes se sont tranquillement ouvertes. Et là, le festival, sous cette poussée de la jeunesse autochtone, parce que c'est cette pyramide des âges très porté vers le bas, qui fait qu'il y a autant d'artistes
qui émerge et qui, à l'époque, n'avait pas de débouché. Donc, a fait qu'on prenait de plus en plus d'importance, de place, et puis le dialogue aussi se rétablissait tranquillement. Oui. Et donc, disons, ça a été la première étape, je dirais, les premiers 10 ans, ça a été ça. Mais en même temps, se préparait autre chose, c'est-à-dire qu'on avait, je pense, dès la deuxième année, en 92, on avait commencé à bâtir un plan stratégique. Oui. En se disant, tu sais, si on veut continuer, c'est pas juste dire qu'on veut un festival, il faut avoir une meilleure visée. Alors, le plan stratégique, on s'était donné 3 grands objectifs à ce moment-là. Le premier, effectivement, c'était, qui se maintenait toujours, c'était avoir un festival annuel à Montréal sur les cultures autochtones et que ce festival devienne un grand événement dans la grande palette de festivals montréalais, oui. Montréal Ville de Festival. Le deuxième, c'était de célébrer la Grande Paix de Montréal, la Grande Paix de 1701, dont on allait avoir le tricentenaire en 2001, et finalement établir un lieu permanent de diffusion des cultures autochtones, donc un nouvel établissement dans la métropole. Alors, c'était les 3 objectifs fixés alors, et c'est à ce moment-là qu'on a été approché par Michel Noël. Michel Noël, qui est connu, c'est un auteur jeunesse, qui a des origines autochtones, et qui, c'est vraiment d'ailleurs, ça passe toujours dans le milieu autochtone. Et donc, Michel était à l'époque conseiller spécial de la ministre de la Culture à Québec. Et il est venu nous voir et il dit, écoutez, la Grande Paix de 1701, la célébration, c'est formidable. Vous avez là une très bonne idée, mais seul, vous ne pourrez pas l'accomplir. Vous êtes quand même un groupe relativement marginal, peu important. Et là, vous avez un projet majeur. Il faut vous trouver un partenaire majeur. Et là, il faut voir aussi, je fais une parenthèse pour dire, la Grande Paix de Montréal, là, au siècle dernier, personne ne savait c'était quoi. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde en parle, mais personne n'en parlait. C'était une petite ligne dans les livres d'histoire au secondaire, puis c'était tout, puis on passait vite là-dessus. Et pourtant, une thèse venait d'être publiée, d'ailleurs, en 91, on s'est basé dessus, par Gilles Laval, là, qui avait fait son doctorat là-dessus à l'Université Laval, dans lequel il disait que c'est l'événement le plus important du régime français en Amérique. Alors, donc, on a dit, et la diplomatie amérindienne y a joué un rôle de tout premier plan. Alors, on a dit, voilà un élément historique, effectivement, qui donne tout à fait une autre perspective sur le rôle des Autochtones dans l'histoire de Montréal, dans l'histoire et dans l'histoire de l'Amérique, et qui peut permettre justement de corriger les perceptions négatives qui faisaient des Amérindiens, des tribus primitives qui n'avaient pas un rôle politique réel, un poids politique et culturel réel dans le développement de l'histoire. Alors donc, là-dessus, on a rencontré Francine Lelièvre, la directrice de Pointe-à-Calière, le Musée d'histoire et d'archéologie de Montréal, et de Calière, qui a donné son nom à la Pointe-à-Calière et au musée, et était le signataire au nom du roi de France, de la Grande Paix de Montréal. Donc, c'était tout à fait idoine comme partenaire. Et Francine et le musée ont été formidables. Ils ont accepté de se lier donc à un groupe relativement marginal. Et ensemble, on a créé une société spécifique pour la commémoration. Oui. Et là, Bourque est arrivé à la mairie de Montréal et a tout de suite appuyé l'idée en disant on va faire un genre des Premières Nations en 2001. Ça sera le cadeau de la ville de Montréal. Et donc là, c'était parti. On a eu, avec des contacts avec la commission de toponymie et l'appui de la mairie, un changement de nom. En 96, le belvédère sur Mont-Royal est devenu le belvédère Gondiaron. Gondiaron étant le grand chef huron, guerrier diplomate, qui était le véritable artisan de l'enseignement
tabarnak du traité de la Grande Paix de Montréal. Donc, vraiment, là, on est devenu, et ça s'est concrétisé en 2001 avec l'appui majeur du gouvernement Landry, on a pu tenir la commémoration dont on rêvait. Et tout de suite, à ce moment-là, ben, le festival est devenu un joueur important dans les activités estivales à Montréal. Ça a été notre deuxième étape au moment où on a commencé à avoir des activités extérieures et autour de la Grande Paix, qu'on est devenu un véritable joueur reconnu dans les intervenants du paysage culturel, artistique et événementiel de Montréal. Et là, depuis les dernières années, il y a vraiment plusieurs activités aussi qui se sont développées un peu partout ailleurs au Québec et même au Canada. Et l'une des particularités de votre festival, c'est son côté international, justement, qui peut le distinguer des autres activités célébrant les cultures autochtones. En effet, on était déjà international au départ parce qu'en choisissant le cinéma, évidemment, les films, ça voyage assez facilement. Si on veut faire venir les cinéastes et les artistes, ben là, il faut un peu plus de moyens. Mais disons que dès le départ, on avait des films brésiliens. Notre ami Vincent Carelli, qui a fondé l'association Vidéo Nasaldéach, qui est vraiment un Wapikoni Mobile brésilien, qui était là bien avant le Wapikoni Mobile, 30 ans avant le Wapikoni Mobile, nous envoyait déjà des films. D'ailleurs, on va avoir aussi un film fait par des Autochtones dans l'Amazonie, qui à l'époque ne connaissait même pas la télévision. Certains des cinéastes brésiliens étaient des gens qui ont vu la première fois des images animées en se filmant eux-mêmes grâce à cette association, qui est toujours vivante d'ailleurs et qui continue à produire des films. Donc, on a, je cite cet exemple-là, il y en a d'autres. Donc, déjà dès le départ, on était international, mais effectivement, ça a été dans les derniers développements, suite à notre arrivée place des festivals, où là, on avait une visibilité majeure, où en se déplaçant vers le mois d'août, on a eu un peu de bousculade dans le calendrier des festivals et on a été un peu poussé vers le mois d'août, et ça nous a permis d'atterrir sur la place des festivals. Et là, en étant en saison touristique sur la place des festivals, le hotspot, excusez l'expression, de la vie culturelle montréalaise estivale, ben là, on devenait vraiment un joueur important. Et là, on a pu commencer à avoir un peu plus de moyens. On demeure encore 20 fois et 30 fois moins financé que la plupart des autres événements qui se déroulent dans le même endroit. Mais reste qu'on a eu, parce qu'il faut dire qu'on est une petite équipe et que nous, on fait très attention et on est des champions de la gestion. On n'a jamais fait de déficit en 30 ans. Les finances sont pratiquement toujours proche de zéro, mais jamais en dessous. Alors donc, on utilise bien les sous. Alors donc, avec peu d'argent, on réussit. Je dis souvent, nous, on est capable de faire pleurer les tissanes pour leur faire cracher des huards. Alors donc, on finit donc par avoir un événement important avec des gens qui viennent de l'extérieur, souvent par leurs propres moyens. Ça a commencé beaucoup avec Rigoberta Menchú, qui est venu en 2001, une Maya prix Nobel de la paix, donc quand même un personnage considérable, qui vient à Montréal pour ouvrir le festival 2001, celui de la Grande Paix de Montréal, et qui a dit à son mot d'ouverture, on n'était pas prévenu, ça a été une très heureuse surprise, qui a dit « Je lègue à Montréal un prix à mon nom, parce que si nous ne reconnaissons pas les arts autochtones, il n'y a personne qui va le faire à notre place. » Et c'est à nous de commencer à reconnaître l'excellence de nos artistes et de nos cinéastes. Et c'était formidable parce que du Guatemala, donc d'Amérique centrale, dans un contexte qui est quand même radicalement différent de celui du Canada, du Québec, de Montréal, on avait une réflexion tout à fait similaire à celle qui a mené sur pied
au Festival international Présence autochtone. C'est Et ça. on continue à avoir des liens avec la Fondation Rigoberta Menchú pour donner ce prix-là encore chaque année, ce qui nous donne toute une fenêtre de crédibilité, de visibilité importante en Amérique latine, qui nous distingue là aussi beaucoup, je dirais de tous les autres événements autochtones qu'on retrouve au Canada ou aux États-Unis. C'est ça. Et là, donc, cette année, on se promène un peu, essayer de voir ces événements impromptus, non annoncés, mais sinon, on va célébrer la culture autochtone d'août à novembre. On vous suit sur présenceautochtone.ca, également sur votre page Facebook où vous allez annoncer au fur et à mesure du temps les activités pour goûter un peu les cultures autochtones. Voilà, et un petit rappel de dire que la salle du cinéma du musée a beau être grande, on est toujours limité à 50 personnes. Donc, si vous voulez voir les films, il faudra bien réserver d'avance pour les billets. Exactement. Alors, André Dudomaine, merci infiniment d'avoir pris votre temps pour nous présenter les activités de cette année et cette belle histoire du Festival international Présence autochtone. Merci beaucoup. Ici Marie-Michèle Tourigny-Hull et à la prochaine.